Bonjour et bienvenue pour ce webinaire sur la formation continue. Donc, je suis Julien Leloup, directeur de la formation professionnelle. Et dans ce large périmètre qu'est la formation professionnelle, nous trouvons la formation continue. Bonjour, Françoise Mille, chargée de mission à la formation continue et les réponses aux appels d'offres. Alors, voilà, on est ravis de vous retrouver pour ce webinaire. Alors, la question de la formation continue, évidemment, elle s'est toujours posée, hein, c'est-à-dire qu'il est absolument nécessaire d'actualiser ses connaissances, ses compétences. Alors, connaissances, bah, évidemment, sur notamment le cadre réglementaire, hein, mais ses compétences sur la question de l'évolution aussi des besoins des publics, hein. On parle par exemple beaucoup d'autodétermination, hein, aujourd'hui, et donc voilà, on a des sujets comme ça qui nécessitent une évolution de ses compétences, une actualisation de ses connaissances, et il est extrêmement important d'avoir accès, hein, à la formation continue tout au long de la vie, parce que c'est aussi comme ça qu'on le présente aujourd'hui. Euh, c'est d'autant plus important aujourd'hui que le secteur social et médico-social rencontre de grandes difficultés à recruter des professionnels, hein. Il y a beaucoup d'usure professionnelle sur le terrain du fait d'équipes incomplètes, et que bah, voilà, la formation continue peut aussi, hein, bah, redynamiser, hein, aérer les différents professionnels qui sont en lien direct avec le public accompagné. Alors, qu'est-ce que la formation continue? Qu'est-ce que la formation continue à l'IRTS Montrouge-Neuilly-sur-Marne propose? En fait, compte, quand on parle de formation continue, c'est des formations courtes de 1 à 15 journées. Euh, En fait, compte, on s'aperçoit au fur et à mesure que des formations de 5, 6 jours, en fait, compte, ça mobilise beaucoup les professionnels. Et souvent, on peut se dire, en tant que directeur ou chargé de formation, que des formations plus de 1 ou 2 journées, ça va être compliqué à mobiliser, mais c'est peut-être parfois l'inverse. C'est que plus on va former son personnel sur des longues dates, plus on va le faire monter en compétences et plus ça va renforcer dans les métiers et dans la fidélisation des professionnels, parce qu'ils vont pouvoir, sur un long terme, se remettre ou à niveau ou développer des compétences très spécifiques. Très souvent, c'est des formations non qualifiantes, mais on propose aussi plusieurs formations certifiantes qu'on pourra développer plus tard. Dans le cadre de la formation continue, on parle aussi de l'analyse de la pratique professionnelle, donc les groupes d'analyse professionnelle, qui peuvent être spécifiques à chaque établissement, chaque professionnel. Le gap petite enfance va être différent qu'en EHPAD, on va être sur des modalités différentes, sur des publics, sur des professionnels qui tournent d'une fois sur l'autre, on va avoir des gaps différents. Voilà. Donc on va s'adapter, c'est surtout ça, tout au long de ce webinaire, on va s'apercevoir que nous, on fait du sur-mesure et on va s'adapter aux besoins de chaque établissement. C'est surtout ça la spécificité. Quand on parle de formation continue, on peut aussi parler d'animer des conférences ou en présentiel, ou en webinaire, ou voilà, ou en distanciel. Donc ça fait partie aussi, c'est-à-dire qu'on établit un programme, des propositions, on trouve le formateur le plus adapté euh, en fonction de ses compétences à l'établissement. Et puis aussi, on peut proposer des clubs, des ateliers, ça veut dire des possibilités de rencontres sur des thématiques. Ça peut être sur des chefs de service, des professionnels, des directeurs. Alors, là où il est important aussi d'actualiser ses connaissances et ses compétences, c'est que la majeure partie des personnes sont diplômées, évidemment, en travail social. Sauf que la formation reçue a été déployée à partir d'un référentiel de formation, qui, lui, a été décidé par le législateur à un instant T. Pour vous donner un ordre d'idée, enfin en tout cas pour que vous puissiez vous situer, actuellement, dans le cadre des formations au travail social pour les éducatrices, éducateurs spécialisés, assistants, assistantes de service social, éducatrices, éducateurs de jeunes enfants, le référentiel de formation qui s'applique est un référentiel de formation qui a été décidé en 2018. Or, en 7 ans, il s'est passé beaucoup de choses. On a accessoirement eu une crise sanitaire, accessoirement, qui ont vraiment fait évoluer aussi
la relation entre les professionnels et les publics. On parle aujourd'hui de télétravail dans le travail social, ce qui était impensable avant le Covid. On parle de visio, d'entretien en visio, d'entretien téléphonique. Voilà. Tout ça nécessite aussi une adaptation, évidemment, de ces compétences, de techniques pour mettre en œuvre ces nouveaux modes de relation. Parce que, évidemment, on est là dans de nouveaux modes de relation. Euh, donc, le public concerné par, évidemment, la formation continue, c'est principalement des personnes diplômées, mais qui peuvent aussi être d'autres personnes. Et nous avons une offre de formation continue tellement large qu'elle peut s'adapter à des publics très différents. Alors, quels sont les publics cibles? Bon, comme Julien l'a dit, c'est des personnels en poste, à savoir que la majorité sont diplômés, mais maintenant, il y a des professionnels qui sont pas ou peu diplômés, et donc aussi, on peut proposer des formations, on va dire, qui reposent les fondamentaux dans chaque secteur. Donc, spécifiques au secteur, que ce soit des professionnels de première ligne, mais aussi des managers. Donc parfois, on n'a pas le temps de leur proposer de faire une formation KFR 8, et on va pouvoir faire des adaptations sur des temps très courts, sur des formations en management, mais ça peut être aussi sur des formations de moniteurs d'atelier, des spécificités. Il faut savoir aussi que on peut aussi, on a eu des certifications, mais aussi de plus en plus des professionnels, des non-professionnels, des salariés, des bénévoles, des élus peuvent aussi faire partie de la formation continue parce qu'ils ont développé des compétences dans leur action d'élus ou de bénévoles et ils souhaitent après les mettre en valeur dans le cadre de formation. On a, quand on parle de formation continue, on a la majorité de nos propositions, on les fait on est sollicité pour des grosses associations, des établissements de toute taille, et c'est ce qu'on appelle les formations en inter. C'est-à-dire que c'est sur les sites en intra, pardon. C'est dans les établissements ou pour plusieurs associations. Mais on propose aussi des formations, ce qu'on appelle en inter, qui permettent à plusieurs professionnels de travailler sur la même thématique. Et c'est en général sur le lieu de notre site de Montrouge. Mais éventuellement, on peut aussi le faire sur Neuilly-sur-Marne. Donc, on a deux sites où on propose des formations en inter qui vont répondre à des besoins. Voilà. Différents, mais la majorité de nos formations sont en intra, c'est-à-dire pour ou un établissement ou pour des associations. Alors c'est ça, globalement on déploie des formations en intra, donc pour répondre à des besoins plus spécifiques d'établissements ou d'associations. L'inter va davantage répondre à une demande individuelle. C'est-à-dire qu'on a un catalogue avec un calendrier pour chaque formation qui peut être proposé en inter. Et l'avantage de l'inter, au-delà effectivement de travailler, de répondre à une demande individuelle, c'est aussi de rencontrer d'autres professionnels. Parce que les formations en intra, je dirais qu'il y a un dénominateur commun qui a été identifié par le collectif, mais on est dans l'entre-soi. On reste avec ses collègues dans l'établissement dans lequel on travaille. L'inter, c'est autre chose. Au-delà du contenu de formation qu'on va pouvoir apporter, on a aussi cette richesse des échanges avec d'autres professionnels qui peuvent exercer dans d'autres champs et qui ont développé d'autres compétences ou expertises. Et ça, c'est tout à fait intéressant aussi de pouvoir s'inscrire dans cette dynamique. Alors, une fois qu'on a parlé du public, on va parler des objectifs. Alors évidemment, les objectifs sont nombreux. Donc, je le disais, nous le disions en préambule, l'acquisition de connaissances, l'acquisition de compétences, la veille professionnelle, l'expertise. Ça peut être aussi, du coaching, à travers du coaching, parce qu'on en dispense. Alors, il y a évidemment l'analyse des pratiques professionnelles, ne pas rester face à une difficulté que l'on rencontre et sentir finalement que un collectif est aussi là pour nous aider professionnellement et individuellement à pouvoir avancer avec un public qui, voilà,
concentre de plus en plus de problématiques, handicap, protection de l'enfance, insertion, précarité, enfin voilà, maintenant tout ça s'entremêle, donc, rend complexe évidemment la lecture et l'accompagnement des situations, mais il y a aussi d'autres objectifs que je laisse Françoise présenter. La formation, alors je voulais aussi, pour souligner un peu les publics, on répond aussi aux formations sur le champ social, médico-social, mais aussi sanitaire. Voilà. Nous, on se développe, mais aussi parce que c'est des secteurs qui ont tendance un peu à travailler les uns avec les autres, avec des publics qui sont les uns avec les autres. Donc, il y a l'amélioration du service rendu. Actuellement, on parle beaucoup des évaluations dans les services, et la formation continue est un levier pour permettre la qualité du service rendu, parce qu'on va s'adapter au nouveau public, aux nouveaux enjeux, quand on parle d'autodétermination, de tous ces termes-là. Ce n'est pas que des termes, c'est-à-dire il faut se les approprier, il faut les comprendre, il faut changer les pratiques, changer la posture professionnelle. La formation continue, on fait partie des leviers. On parle beaucoup d'épuisement professionnel, et effectivement, les objectifs de la formation continue peuvent favoriser une redynamisation des équipes. C'est-à-dire on va repartir avec des nouveaux projets, on va voir en formation des nouvelles techniques. On travaille avec ses collègues d'une autre façon, on se pose, on va mieux se connaître, on va manger ensemble, ça va permettre de redynamiser les équipes. Actuellement aussi, la formation continue, on est assez sollicité sur l'harmonisation des pratiques, parce que les associations sont de plus en plus grandes, de plus en plus de professionnels travaillent dans des endroits différents. Ils ont les mêmes objectifs de travail, les mêmes missions, mais ils vont devoir faire les mêmes missions, mais ils se sont jamais vus, ils se connaissent pas. Il y a des associations de 2000 salariés, voire plus. Donc forcément, il va falloir un moment homogénéiser sur des pratiques. Ça permet aussi de se rencontrer quand on travaille entre Lens, Paris, Pau, Brest. Ça permet de faire des formations qui peuvent être sur notre site sur Paris, et puis sur Montrouge, et puis de rencontrer, les personnes vont pouvoir rencontrer et redonner un peu une harmonisation des équipes. Et cette cohésion de travail ensemble favorise la cohésion des équipes. Et tout cela, ça participe à la qualité de vie au travail. Quand on parle de métier en tension, de turnover, la formation continue est un bon levier pour pouvoir retravailler, se poser, changer sa posture professionnelle. Donc tout ça sont des outils et des leviers de ressources humaines qui sont assez intéressantes à mettre en œuvre. Donc, vous l'avez vu, la formation continue répond à des objectifs extrêmement divers. On voit aujourd'hui que il y a ce que j'appelle moi des effets filières. C'est-à-dire que du fait des difficultés à recruter, on sent que voilà, chacun va essayer de défendre sa filière et donc parler. J'entends ça. D'école de la protection de l'enfance pour former les professionnels de la protection de l'enfance à l'accompagnement d'enfants en difficulté, l'accompagnement des familles. Dans le champ du handicap, voilà, ça se développe aussi. Mais il existe de la ressource aujourd'hui déjà. Notre Institut régional de travail social donne accès, évidemment, à cette formation continue. On n'est pas énormément sollicité par les acteurs de la protection de l'enfance. Il y a eu un rapport qui a été rendu donc, le 8 avril par Isabelle Santiago, qui est députée, et qui met en avant la nécessité de faire appel à de la formation continue. C'était aussi dans le livre blanc, le travail social, la question de la formation continue. Il ne faut pas hésiter vraiment à nous solliciter, et on pourra vous aider aussi à la déployer. Donc Françoise va vous présenter là, la manière avec laquelle la formation continue peut être déployée, mais voilà, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on vous accompagne là-dedans. Voilà, comment on déploie une formation. Donc, en général, c'est les équipes qui font remonter au service ressources humaines, service de formation dans les établissements et dans les associations. Donc, il faut identifier les besoins.
L'idée, c'est plus on anticipe la formation, plus elle va être efficace. Alors, il faut identifier les besoins, souvent, et de voir les nouvelles thématiques qui peuvent arriver. C'est vrai que actuellement, on travaille différemment qu'il y a quelques années, donc il faut se dire, ben, qu'est-ce qui manque aux professionnels pour pouvoir s'adapter. Avant, tout était dans les établissements. Maintenant, ben, les professionnels travaillent en logement diffus. Ben, comment on manage une équipe en logement diffus, comment on travaille en logement diffus, comment on travaille à domicile, même si c'était vu dans les formations initiales, le travail à domicile a complètement été modifié. Donc voilà, c'est des thématiques qu'on peut sur lesquelles on peut nous solliciter. Donc il faut anticiper les besoins ou des problématiques rencontrées sur le terrain, mais c'est pas parce que la problématique arrive à un certain temps qu'il faut mettre la formation 3 jours après. Une formation, plus elle veut être efficace, plus il faut l'anticiper et la comprendre et comprendre tous les enjeux qu'il y a derrière. On peut même développer un plan de formation sur plusieurs années. On peut aussi aider, c'est-à-dire de se dire c'est plusieurs modules et on va les faire au fur et à mesure sur 1 an, sur 2 ans, sur un budget lycée sur plusieurs années. Donc la formation continue, c'est pas forcément que du one shot, ça peut être sur une évolution sur plusieurs années. C'est important de définir en amont les attentes. Ça veut dire aussi comment je mets en place des remplacements, parce que qui dit formation continue dit les personnes ne seront pas sur le terrain, et c'est justement l'intérêt des formations, c'est de s'extraire du terrain, de pouvoir réfléchir, de plus avoir les pieds dans la boue et les mains dans le cambouis, comme on dit, et trouver le moment opportun. Parfois, ça peut être justement sur des vacances scolaires parce que il y a moins de personnes il y a moins d'usagers, de personnes accompagnées dans les établissements, donc c'est un moment peut-être plus opportun. Il y en a d'autres. C'est comment aussi penser comment la formation sur le long terme elle va pouvoir être utile, de s'en servir assez rapidement. Donc, il faut trouver des moments stratégiques. Si c'est la veille de la fermeture d'hiver, ben c'est peut-être moins. Il y aura un peu des vacances par-dessus, des fêtes dans les établissements, et ça va être un peu oublié. Et puis, il s'agit de bien communiquer en amont sur les objectifs, sur les attendus, pour qu'on puisse répondre, trouver le formateur le plus adéquat. On n'a pas de formation, on n'a pas une valise toute faite. On va construire avec et pour les professionnels, et on va trouver le formateur qui correspond au mieux, et la formation et les contenus qui répondent au mieux. Donc la formation, ça demande de l'anticipation sur savoir les besoins en formation. Et puis, les besoins en formation s'anticipent. Hein. On est obligé de faire un peu de prospective. Donc, je me tourne là plutôt vers les employeurs et éventuellement les services de ressources humaines, parce que lorsqu'en formation continue, on a des professionnels qui cherchent la réponse tout de suite à une problématique qu'ils rencontrent, ils viennent avec une question toute faite finalement. Comment je peux faire ça? La formation continue ne va pas forcément y répondre. La formation continue a aussi je dirais un objectif d'anticiper les besoins de demain. L'idée, c'est de ne pas être au pied du mur pour se rendre compte à quel point le mur est haut et essayer de le passer sans corde et sans échelle, mais c'est de le contourner en amont pour justement ne pas être dans une difficulté. La formation continue doit permettre d'anticiper les difficultés que l'on sera amené à rencontrer. Alors, c'est facile à dire, c'est pas toujours facile à faire, surtout que dans les établissements et services, il y a des difficultés à recruter, donc souvent des équipes incomplètes pour accompagner le public. Mais voilà, la formation continue sera efficace et vraiment efficace si on anticipe dans un premier temps les besoins de demain. Et puis la formation continue, il y a aussi un aspect pour les établissements ou pour les professionnels, ça a des éléments, alors sans parler de réglementation, mais voilà, il est absolument nécessaire de faire appel à de la formation continue. Voilà. Donc la formation continue, elle va répondre à un manque d'informations et de connaissances des nouvelles pratiques et des nouvelles réglementations.
Donc elle va permettre remettre à niveau, réadapter. Ça permet aussi, ce que j'avais dit, peut y avoir des pertes de motivation, et la formation va permettre d'y répondre, de redynamiser, il y a des gens qui ont une baisse dans la qualité de leur travail parce que ça fait longtemps qu'ils font ça, parce qu'ils n'en voient plus l'intérêt, plus ils sont plus mobilisés sur leur travail. Donc ça permet aussi de remobiliser, de redonner des techniques, de recomprendre les nouveaux enjeux. C'était mieux avant, c'est différent maintenant. Il y a le public qui évolue énormément, donc ça permet de se réadapter au public. Ça, c'est l'importance. Ça, c'est toujours fait, et c'est important d'avoir des formations qui peuvent recomprendre comment on se situe avec les nouveaux publics qu'on accompagne. Et puis, il faut savoir que le manque de formation entraîne des mauvaises pratiques. Qui dit mauvaises pratiques dit parfois de la maltraitance. Et il faut savoir qu'en tant que responsable d'établissement, s'il se passe des choses importantes concernant la maltraitance, souvent c'est pas voulu, on n'est plus sur de la maltraitance de coups, on est sur de la maltraitance d'incompétence surtout, de mauvaises pratiques. On va demander en fin de compte au directeur d'établissement, qui en a la responsabilité, son plan de formation, et qui a été formé. Et donc c'est trop tard si on n'a pas anticipé. Donc la formation continue, c'est pas du jour au lendemain, c'est des formations de tout pour tous les publics. Sans oublier personne, parfois on oublie, mais la bientraitance, ça peut être aussi des personnes qui font le ménage dans les établissements, les agents de service intérieur, parce qu'ils sont au contact du public, ils les connaissent, mais apprendre à parler à un public, c'est pas donné un peu différent. Un public avec des spécificités, ça s'apprend. Et donc il faut former tout son personnel aux nouvelles pratiques, aux nouvelles postures, aux évolutions. C'est pas nouveau, mais l'évolution, on a toujours évolué dans ce métier, mais il faut savoir qu'effectivement, il peut y avoir des poursuites judiciaires si le personnel n'a pas été formé, parce qu'on va estimer que les incompétences ne sont pas liées à la personne, mais à la façon dont on les a pas mis en position de monter en compétences. C'est extrêmement important, effectivement, ce que tu viens de dire. Donc il y a la responsabilité pénale potentielle qui peut être engagée, mais je rebondis aussi sur le personnel, euh, technicien, cuisinier, c'est ce qu'on appelle, nous, les oubliés de la formation. C'est-à-dire qu'on considère que parce qu'ils sont cuisiniers et qu'ils font très bien les repas, il n'y a pas besoin de les inscrire dans un dispositif de formation continue, de connaissance des publics. Or, ça nous semble extrêmement important, parce que dans une structure d'hébergement, notamment, ces professionnels qui n'ont pas été formés au métier dit de la relation peuvent être confrontés à des difficultés, ils peuvent être happés par le public. Et pour vous donner une idée, régulièrement, quand on fait ce type de formation avec des professionnels qui ne sont pas du secteur du travail social, on fait des petits jeux. Par exemple, qu'est-ce que vous répondez si un enfant vous dit j'ai un secret à te dire? Et la personne dit je lui dirais que je le répéterai pas. Oui, mais non, en fait. C'est-à-dire qu'on peut spontanément répondre ça, mais en fait, on sait bien que dans nos métiers, il ne faut pas s'enfermer dans une relation avec une personne, et qu'à un moment, si on ne pose pas clairement l'ensemble des cartes découvertes sur la table, ça peut avoir des conséquences, sur la relation que l'on a avec la personne, mais aussi sur son évolution dans la structure. Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qu'on fait et qui sont extrêmement importante, parce que là, on peut être dans de la méconnaissance, effectivement, des publics. Sur nos méthodes, parce qu'évidemment, nous nous adaptons aussi au public en formation, aux attentes évidemment des employeurs, mais il y a quand même quelques dénominateurs communs en matière de méthodes pédagogiques que nous appliquons. Voilà. Donc c'est surtout pas des formations descendantes, donc c'est des formations interactives où les personnes vont participer, on va les faire participer.
Ça implique les apprenants, mais parce qu'on va illustrer toujours de situations concrètes, soit amenées par les intervenants, soit amenées par les professionnels. Donc on va toujours rattacher le sujet à son implication dans sa vie professionnelle. On a des documents, des supports qui sont variés en fonction de chaque intervenant. C'est ça aussi notre spécificité, c'est que on ne veut pas avoir quelque chose de très fermé, mais c'est chaque intervenant va utiliser ses outils en fonction de comment il anime la formation. Certains plus formés à la pédagogie, d'autres beaucoup plus conceptuels. La plupart des formateurs sont formés à la formation d'adultes. On ne leur demande pas forcément d'avoir eu un parcours très loin universitaire, mais par contre d'avoir des très bonnes connaissances, ils sont experts dans leur domaine. Ils ont des très bonnes connaissances des thématiques et surtout ils connaissent la formation pour adultes. On n'est plus sur des formations descendants, jeunes, parce qu'il y a aussi des personnes qui veulent pas aller en formation continue en disant bah, je vais tenir le stylo ou bien c'est bon j'ai eu ma dose quand j'étais à l'école et là justement on va casser les codes et la formation continue ça va permettre de rencontrer d'autres, de pouvoir aussi on apprend aussi beaucoup des interactions entre les personnes. C'est aussi l'occasion en réunion, on va peut-être pas oser dire qu'on est en difficulté sur certains points et que là la formation, ben, on va pouvoir dire parce que quelqu'un va amener ça, puis on va commencer à enseigner et c'est aussi de se donner des outils, des techniques et puis de réfléchir sur sa posture, sur une évolution dans son travail. Et les formateurs ont tous une bonne connaissance du terrain parce qu'ils ont tous été issus du terrain avant. Donc, il y a des formations. Ça peut être des personnes qui ont été assistants de service social, éducateurs spécialisés, qui ont été chefs de service. Voilà. Donc, ils ont une très bonne connaissance de terrain. Parfois, ils y sont encore. Ou en tout cas, le fait d'aller en formation dans les établissements leur permet de continuer à connaître le terrain et de savoir de quoi ils parlent et d'être toujours à même de pouvoir mieux connaître ce qui va leur permettre d'anticiper et de connaître les nouveaux enjeux dans notre métier. Alors notre éventail en termes de thématiques est très large. Alors il s'alimente en permanence par les demandes que nous font certains établissements et services. Nous avons effectivement un certain nombre de fiches de formation sur notre site internet, formation continue. Nous avons également en cours de réalisation un catalogue papier, donc qui devrait voir le jour prochainement. Mais voilà, on a quand même, je pense, plusieurs cordes à notre arc et qui permet à tout le monde de se retrouver dans les différentes offres de formation que l'on peut faire. Voilà. On pourrait les classer, mais de toute façon, on répond aussi beaucoup aux besoins et aux nouveaux concepts. Donc, il y a des choses qu'on ne voit pas, sur lesquelles on peut très facilement proposer une formation. Mais c'est en général, nos formations, elles sont liées à l'accompagnement. On a aussi toute la partie analyse des pratiques professionnelles, coaching, récit de vie. Il y a des parties plus techniques professionnelles. On est aussi sur l'audit, le conseil, des formations sur le management. On a des formations qui concernent plutôt la veille juridique, adaptées à tous les secteurs. On a répondu sur des thématiques ou plus générales ou plus adaptées à des secteurs, des veilles juridiques liées à la petite enfance, mais ça peut être aussi sur le partage d'informations, le secret professionnel, voilà, donc plus pour plusieurs professionnels sur des thématiques différentes. Et puis, on a quelques formations certifiantes. Et puis, on a ce qu'on expliquait, un volet maintenant formation sanitaire. Je pense effectivement aux formations gestes et soins d'urgence, niveau 1, niveau 2, recyclage. On a aussi alors c'est pas vraiment sanitaire, mais tout le monde en a besoin, sauveteur secouriste du travail, la formation SST. Nous la déployons. Nous déployons aussi la formation premier secours en santé mentale, tout à fait d'actualité, notamment depuis la crise sanitaire. Donc, nous organisons beaucoup de sessions de formation dans l'année. Voilà, donc c'est le volet plus sanitaire que on a pu développer aussi ces dernières années.
Et puis, voilà, en termes de financement de la formation continue, donc l'IRTS est naturellement certifié Calliope et donc répond à un certain nombre d'étapes préalables pour pouvoir monter le dispositif de formation. Alors, on a une procédure, donc comment on met en place une formation. On est certifié Calliope, ça veut dire qu'on répond aussi à certains process. Il y a une analyse des besoins, c'est-à-dire que quand l'interlocuteur m'appelle, en général c'est plutôt moi, on va voir ensemble, préciser beaucoup plus sur la formation. À partir de ça, je vais faire une proposition avec des objectifs, des contenus, des durées de formation. On va se mettre d'accord. À la suite de ça, on envoie cette proposition avec un devis. Une fois qu'il est accordé, il y a des dates qui sont vues, les lieux. Ce que je disais, c'est que ça peut être pour une association, mais dans nos murs, pour une association dans leur mur. Ensuite, il y aura une convention qui va être établie, liste des participants, la feuille d'émargement. Donc, il va falloir savoir qui participe à cette formation. Ce qui nous permet, un mois avant la formation, l'idéal, c'est de pouvoir, celle-ci est bouclée. À la suite de la formation, il y a des évaluations sur les objectifs, sur la formation. Et puis, nous, on vous propose d'avoir des interlocuteurs privilégiés, une assistante administrative et puis moi en tant que chargée de mission. Donc, vous avez 2 interlocuteurs pour chaque formation. Et en général, voilà, si on est sollicité 1 mois et demi avant la formation, c'est tout à fait bien. Ça peut être même plus en avance. Ce qui est possible aussi, c'est au moment où vous faites votre budget, de commencer à établir tous les devis et les possibilités de propositions de formation pour les mettre 6 mois après, c'est-à-dire d'anticiper, de pouvoir dès janvier-février commencer une formation sur des nouveaux budgets. Alors, on va parler de sujets qui fâchent, notamment pour les employeurs. La question du coût, parce que naturellement, la formation continue a un coût qui est pris en charge. Alors, voilà, Françoise va vous décliner tout ça, mais qui est en général pris en charge parce que justement, nous sommes certifiés Calliope. Voilà. Il y a des coûts individuels qui sont dans le cadre des formations en inter qu'on pourra trouver sur le site. En général, c'est à peu près, ça dépend des formations, mais en général, vous verrez sur le site à peu près 210 € par personne par jour. On a souvent des formations de 2-3 jours. Comme je disais, plus une formation est longue, plus ça permet de s'impliquer et de pouvoir s'approprier, comprendre et changer la posture. Dans une journée, on ne peut pas changer une posture professionnelle, il faut du temps de réalisation. Parfois, voilà. En formation en intra, on a aussi des formations, c'est par exemple 2 jours ou 3 jours, et puis quelques temps après, 1 mois après, encore 2 journées, donc ce qui permet de travailler. On a aussi fait des formations sur 2 jours par mois, sur 5 mois. Donc là, on a vraiment de très bonnes acquisitions professionnelles. Le coût pour un groupe, c'est un coût qui est un prix horaire défini, qu'on réévalue par année. Voilà, donc il est mis dans le cadre de la proposition. Et puis, du fait qu'on est, on est Calliope, c'est-à-dire qu'on a le label Calliope, les formations, si elles respectent certaines définitions et un certain cadre, elles sont remboursées par l'OPCO, l'opérateur des compétences. Donc, si on veut être sûr que la formation répond à tout ça, on établit une proposition, un devis, un programme que vous avez en amont, vous pouvez proposer à votre OPCO pour connaître votre remboursement. Donc, plus la formation est mise de bonne heure, plus ça permet de pouvoir anticiper, de savoir le budget auquel vous avez le droit et comment l'OPCO peut vous financer. Voilà pour cette présentation globale. Merci Françoise de la formation continue. Alors, nous avons une question dans le chat, donc une question de Sylviane. Donc bonjour Sylviane. Nous proposons effectivement un dispositif de soutien aux nouveaux professionnels. Alors, plutôt que de décliner l'ensemble de l'offre à l'intérieur de ce package, de
ce service de soutien aux nouveaux professionnels, je vais plutôt vous présenter l'esprit. Donc, dans le cadre de la formation initiale, nous avons des abandons, évidemment, en cours de formation, malheureusement, pour plein de raisons différentes. Problème de niveau, c'est-à-dire que les exigences aujourd'hui au niveau académique sont fortes, donc certains de nos étudiants, malheureusement, n'ont pas le niveau. D'autres sont liés à des difficultés rencontrées sur les lieux de stage. D'autres sont liés à une erreur d'orientation, parce que ça peut arriver aussi de faire comme ça des erreurs d'orientation de son métier. Mais quand on arrive au bout de la formation et que les gens sont diplômés, ce qu'on a aperçu et dont on s'est rendu compte grâce au terrain, c'est qu'il y a des nouveaux professionnels qui, malheureusement, quittent le terrain au bout de quelques mois, parce que, effectivement, le passage d'étudiants en formation avec un tuteur donc en organisme de formation, mais aussi un tuteur de stage sur le terrain, la transition est difficile. On est très accompagné d'un côté, et de l'autre côté, on a le sentiment qu'on est complètement seul. Et donc l'idée de ce dispositif de soutien aux nouveaux professionnels, c'est plus de travailler avec ce nouveau professionnel les difficultés qu'il rencontre. Il y a par exemple de l'analyse des pratiques professionnelles dans les établissements et services. D'ailleurs, nous, on déploie beaucoup d'analyse des pratiques en région Île-de-France. Mais parfois, parce qu'on est nouveau professionnel, parce qu'on est en quête de légitimité, on n'ose pas évoquer ces difficultés. Typiquement, nous mettons dans nos murs en place un groupe d'analyse de la pratique composé de nouveaux professionnels qui ne travaillent pas ensemble, mais qui finalement sont confrontés aux mêmes difficultés autour des questions. Voilà, là, j'ai pas réussi, je suis en échec, il faut que j'arrête. Non, on va essayer de réfléchir ensemble aux raisons pour lesquelles vous n'avez pas réussi à mettre en œuvre cet accompagnement, ou d'où viennent ces difficultés que vous rencontrez avec le public. Et puis parfois, il y a aussi un écart entre l'idée de départ que l'on avait, la représentation que l'on avait du métier. Alors évidemment, ça s'est travaillé tout au long de la formation, mais entre être accompagné et être lâché comme ça en pleine nature, il peut y avoir des distorsions. L'idée, c'est justement de remettre en place un petit peu dans l'esprit du nouveau professionnel, de revenir sur les raisons qui l'ont amené à faire ce métier, et de s'y accrocher, et de l'accompagner à s'y accrocher. Voilà, c'est un peu l'idée, et donc on déploie effectivement plusieurs types d'actions dans ce cadre-là, donc histoire de vie, récit de vie, analyse des pratiques. Je vous encourage à aller sur notre site internet, sur lequel nous avons déployé l'ensemble des fiches formation, notamment sur le dispositif de soutien aux nouveaux professionnels. Notre service communication dans le chat vous a mis le lien pour accéder directement à ces fiches formation. Nous, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions qui apparaissent dans le fil de discussion. Donc, nous allons vous souhaiter une très bonne journée. Merci au service de communication de l'IRTS pour avoir organisé ce webinaire et pour avoir suivi aussi ce qui se passait dans le chat. Et puis, au plaisir de vous avoir au téléphone ou de répondre à vos questions par mail pour une future aventure, une prochaine aventure avec l'IRTS dans le cadre de la formation continue. Merci Julien, merci service de la communication, puis n'hésitez pas à nous joindre, ça sera avec plaisir qu'on répond à toutes vos questions. Merci beaucoup, merci Françoise, et à bientôt.